Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et comme tous les vendredis depuis maintenant plus de 90 semaines, je suis ravi de vous retrouver sur le podcast À côté de mes pompes, podcast consacré donc à ma passion, la course à pied, et à des sportifs qui viennent témoigner de leur expérience, de leur parcours de vie autour de ce sport qui nous réunit donc chaque semaine. Alors moi j'ai un immense plaisir à vous retrouver, même si là j'ai pas trop compris la bascule entre ces températures quasi printanières la semaine dernière. Là j'ai dû ressortir le pantalon, le bonnet pour les dernières sorties. Écoutez, nous sommes ce 1er avril, ne nous découvrons pas d'un fil, tel que le dit le dicton. On va encore patienter quelques instants, quelques moments avant de pouvoir librement arborer nos t-shirts et nos shorts. Alors comme je vous le dis, chaque semaine, quasiment à chaque épisode, partagez le podcast autour de vous, inscrivez-vous, abonnez-vous sur les différentes plateformes d'écoute, ainsi vous ne louperez aucune sortie d'épisode. Je sais qu'il y a des fidèles parmi les fidèles qui écoutent le podcast depuis son origine, mais chaque semaine, de nouveaux auditeurs viennent grossir la communauté du podcast et donc c'est très important de le partager autour de vous afin de pouvoir le faire remonter dans les statistiques d'écoute et puis derrière cela, le faire découvrir un peu plus grandement. Alors aujourd'hui, mon invité est un globe trailer. Alors vous allez dire, globe trailer, c'est quelqu'un qui parcourt le monde en courant. C'est un peu le cas de Emmanuel Fabre. Bon, je l'ai appelé Manu, c'était plus simple pour le podcast. Emmanuel est donc un sportif depuis sa jeunesse. Il va nous expliquer que dès sa plus tendre enfance, le sport a fait partie de sa vie. Et aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une journée, voire très peu de jours où il ne pratique pas une activité sportive. Il est pompier de métier, donc pompier professionnel du côté de Vierzon, mais il a d'autres casquettes. En effet, en tant que passionné de sport, Manu a passé donc des diplômes de préparateur physique et il est aujourd'hui le préparateur physique du club de foot de Bourges qui évolue en National 2. À travers cet épisode, Manu va nous présenter comment il a découvert la course à pied, comment après en avoir fait un petit peu le tour, des courses sur route, des courses sur piste, il a découvert le trail et aujourd'hui l'ultra trail, puisque la plupart de ses expéditions en dehors de la France, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique latine, il les parcourt sur de l'ultra-distance avec des trails à étapes. Alors il va nous expliquer pourquoi cette pratique un petit peu exotique qui le conduit justement à parcourir le monde. Alors moi je vous laisse en compagnie d'un athlète humble, simple et très accessible, Manu Fabre, Globe Trailer. Belle écoute à vous pour ce nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonjour Manu, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors, un trailer aguerri, mais sportif avant tout. Je vais te laisser te présenter et je te remercie d'avoir accepté l'invitation du podcast. Écoute, je te remercie également, Sébastien. Ça me fait très plaisir que tu me contactes sur ce podcast. Et puis, justement, grâce à côté de mes pompes, je trouve que l'initiative est super et ça permet, comme moi, trailer amateur avec un grand A, parce que je prétends pas être un sportif de haut niveau. Je suis un amateur et un passionné de trail. Donc, je trouve que c'est super sympa de pouvoir partager des moments comme ça avec d'autres passionnés. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Manu, nous dire d'où tu viens, ce que tu fais, quel âge as-tu, est-ce que tu es marié, de façon à ce que les auditeurs puissent t'identifier? Eh bien, écoute, donc je m'appelle Emmanuel Fabre. Alors, souvent, la plupart du temps, on m'appelle Manu. Et puis, j'ai 48 ans maintenant. J'ai 2 enfants, 2 grandes filles, âgées de 20 ans et puis de 14 ans. Et je suis marié depuis déjà quelques années, depuis 1999. Donc, j'habite à Neuvy-sur-Barangeon. Donc, c'est une petite commune de 1300 habitants qui est située au bord de la Sologne, près de Vierzon, dans le département du Cher. Alors, quelle est ton activité professionnelle? Parce que tu l'as dit, tu es sportif amateur, trailer, mais qu'est-ce que tu fais en parallèle? Est-ce que tu as une activité professionnelle?
Ouais, tout à fait. Ouais. Alors, depuis 1994 maintenant, ça fait quelques années, je suis sapeur-pompier professionnel au sein de la caserne de Vierzon. Et bon, c'est vrai que j'ai pas mal de casquettes. Ça, c'est mon métier. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités annexes. Il y a quelques années, j'ai préparé un diplôme universitaire de préparateur physique. Voilà, je suis passionné par le coaching, je suis passionné par le monde du sport depuis très longtemps. Et puis, j'étais déjà entraîneur de course à pied hors stade à l'époque de la FFA. Et puis, j'avais fait un petit peu le tour des séances sur piste. Et puis, j'ai voulu m'orienter dans un diplôme universitaire de préparateur physique. Et puis, aller un petit peu dans le monde du football, ce qui était mes débuts au début de ma jeunesse. Je faisais du football, donc j'ai toujours suivi un petit peu le football. Donc, je suis voilà, aussi préparateur physique dans un club de football dans le Cher. Donc, le football est une de tes passions à laquelle tu es revenu par le biais donc de ce diplôme et de ce métier de préparateur physique. C'est toi qui as voulu intégrer alors le club de Bourges, on peut le citer, c'est celui que tu accompagnes. C'est le Bourges Foot 18. Donc, c'est un club qui évolue en National 2. J'ai commencé par le biais de mon diplôme universitaire à Vierzon, qui était à l'époque en Régional 1 aujourd'hui, donc en DH à l'époque. Et puis, j'ai gravi quelques échelons avec ce club. Je suis parti après à Saint-Amand, toujours dans le département du Cher. Et puis, de Saint-Amand, je suis parti dans le Loir-et-Cher au SO Romorantin. Là, j'ai passé 3 ans en National 2. Et puis, voilà, je suis revenu sur mes terres, on va dire, grâce au coach Laurent Di Bernardo qui m'a fait confiance et puis qui m'a lancé dans le bain du football berruyer. Est-ce que c'est facile de faire courir des footballeurs? Moi qui l'ai été dans ma jeunesse, avant qu'une opération du genou me fasse raccrocher les crampons, dans la préparation physique estivale, est-ce que c'est si facile que ça de dire aux footballeurs vous allez courir? Comment tu arrives à les bousculer un petit peu? Alors, effectivement, j'arrive à les bousculer. Alors après, bon, c'est vrai qu'au niveau national 2, bon, on peut considérer que c'est des semi-pros, donc ils sont salariés du club, donc forcément, c'est aussi leur métier. Donc, c'est quand même l'antichambre du monde professionnel, donc ils sont déjà orientés justement sur l'envie d'être professionnels, donc ils sont assez sérieux. Donc, bon, après, je t'avouerai que le footballeur n'aime pas courir sans le ballon. Donc, voilà. Après, j'essaye souvent de communiquer. Je suis un communicant, sachant que la préparation physique, c'est vrai que est importante dans le football. C'est bien d'avoir de la tactique, c'est bien d'avoir de la technique, mais si on n'a pas le cardio, forcément, on n'est pas bon. Donc, voilà, j'essaye toujours de mettre en forme et imager en fait voilà ce milieu-là qui est de courir pour le football, quoi. Et est-ce que dans ta pratique aujourd'hui du trail, tu accordes une grande importance à la préparation physique pour être résistant, prévenir des blessures? Est-ce que c'est des choses que tu t'appliques déjà à toi-même avant de le transmettre à d'autres? Ouais, complètement. C'est alors je peux considérer que je suis un drogué du sport depuis très longtemps, hein, depuis l'âge de 7-8 ans, je fais du sport. J'ai une certaine culture de la rigueur et de la discipline. Et je pense que l'entraînement, si on veut se donner des moyens et puis faire des choses intéressantes, alors en toute humilité, hein, bien évidemment, j'essaie de rien laisser au hasard. Donc, bon, le trail est quand même une pratique qui est difficile, même si dans ma région, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. J'essaie d'orienter mes cours justement sur des endroits un peu insolites et donc je me prépare vraiment en conséquence par rapport à tout ça. Donc effectivement, j'inclus des séances de renforcement musculaire en salle. Voilà, j'ai une exigence quand même assez prononcée sur ce principe de travail. Et cette exigence, est-ce qu'elle vient pas non plus de ton métier de sapeur-pompier professionnel, là où tout est carré?
il faut aussi là avoir le physique pour être pompier. Vous avez des tests, vous avez peut-être des recyclages réguliers pour pouvoir toujours être en intervention. Je pense que ça fait partie de moi. J'ai effectivement cette rigueur. Bon, déjà, une des formations professionnelles, ça, c'est certain. Mais comme je te le disais, j'ai besoin d'avoir cette rigueur de travail pour obtenir des résultats. Et effectivement, comme moi, je le fais pour moi, mais j'ai aussi cette rigueur pour les autres. Donc, effectivement, dans le foot, j'ai cette rigueur de travail. Et je dis souvent, la rigueur amène du résultat, quoi. Voilà, c'est par le travail qu'on obtient des résultats. En tant que pompier, est-ce que la course à pied peut être un sas de décompression après, je ne sais pas, une grosse journée, une intervention compliquée que tu peux rencontrer? Est-ce que ça t'aide peut-être au quotidien à se décharger un petit peu mentalement? Ouais, complètement. Ça m'aide sur. Alors, je joue aussi sur. J'aime beaucoup travailler sur le côté mental. Je pense que aujourd'hui, et je le redis, hein, j'aime bien dire ça parce que je ne veux pas me prendre pour quelqu'un d'autre. En toute humilité, je pense être assez fort mentalement. Et la course à pied m'a apporté beaucoup justement parce qu'on est face à nous-mêmes, on est face voilà, à nos difficultés. On ne peut pas tricher dans le monde du travail, dans le monde de la course à pied, on ne peut pas tricher, on est face à nos difficultés. Donc le côté mental, il est important. Et il est vrai que quand on sort d'une grosse intervention ou des interventions qui sont un petit peu dures, parce qu'on reste humain, hein, on a besoin de décompresser. Et c'est mon côté médicament au quotidien je suis aujourd'hui sans course à pied, je me sens vraiment pas bien. Je le sens. Hein, malheureusement, j'ai eu une période où j'ai eu le Covid, où j'ai été vraiment touché. Et j'ai été abattu. Franchement, là, j'ai été abattu. Je pense que mentalement, j'avais pris un coup. Et c'est pour ça que ce côté décompression, il est important quand on court. Ça, c'est évident. Une journée sans sport, pour toi, c'est possible ou c'est difficile? Il n'y a pas une petite bigorexie derrière, là, cette addiction au sport? Ouais, c'est vrai que ça peut être le cas, mais je m'autorise quand même. Alors, je cours quasiment tous les jours. Et quand je cours pas, soit je fais des sorties vélo ou je vais en salle. Mais je suis quand même à l'écoute de mon corps. C'est-à-dire que si j'avais prévu une séance et que je suis fatigué, je vais pas y aller. Je fais très attention à tout ça. Bon, en plus, je commence à prendre de l'âge, donc forcément, c'est de plus en plus dur. On est voilà, sujet à des blessures, donc il faut être encore beaucoup plus vigilant que quand on est jeune. Mais ouais, j'apporte beaucoup d'importance quand même à la récupération, donc j'y fais très attention. Et par rapport aux sportifs que tu peux accompagner, quand ils te disent moi j'ai pas envie de faire de renfo, j'ai pas envie de faire de prépa physique parce que je veux pas prendre de volume, qu'est-ce que tu leur réponds? Est-ce que tu arrives quand même à les convaincre en leur disant si, pour un trail que tu vas faire avec des montées, avec des descentes, il y a besoin quand même de travailler ces choses-là, et qu'est-ce que tu leur proposes pour les accompagner et définitivement les faire basculer dans l'utilité de ce renfo? Alors tu vois, je suis l'exemple, comme tout coureur, on n'est pas des buildés. On n'a pas des gros muscles. On est plus sur du renforcement et de la tonicité musculaire. Alors je travaille aussi beaucoup de la proprioception parce que c'est important. Un travail, forcément, là, notre corps est soumis à des difficultés, à des travail techniques. Voilà, donc je pense que si le trailer pose ce genre d'exercice en renforcement musculaire, moi j'aime bien dire souvent le trailer il s'affaisse, il s'assit, il n'a pas assez de robustesse et du corps pour performer. Donc ouais, il y a besoin d'avoir un maintien, d'avoir quelque chose de solide pour encaisser tous les à-coups du trail, quoi. Alors ça nécessite combien de séances? Si tu prends une semaine type, si tu as une semaine type, tu vas combien de fois peut-être à la salle, ou combien de séances de renfo pratiques-tu? Alors,
Donc, comme tu l'as dit, hein, je suis sapeur-pompier. Alors, j'ai la chance, c'est une chance, d'avoir une salle aussi en caserne. Donc, on pratique déjà le sport tous les jours. Tous les jours de garde, on pratique le sport. Donc, j'ai la possibilité d'avoir la salle en caserne. Donc c'est une chance. J'ai la possibilité d'aller courir aussi autour de la caserne. Donc, c'est une chance qu'il faut jamais oublier, surtout dans mon corps de métier. Je l'oublie pas parce que je sais qu'il y en a, malheureusement, ils n'ont pas cette chance de pouvoir faire du sport pendant leur travail, leur temps de travail. Semaine type, c'est difficile, comme je te disais, parce que c'est variable par rapport à mes gardes. Comme je te disais, j'essaie de faire du sport tous les jours avec une journée de repos voilà, par semaine ou tous les 10 jours. Mais parfois, hein, je te le répète, là, je peux avoir 2 jours de repos parce que je me sens fatigué. Et c'est souvent lié à mon activité professionnelle. Quand on part en intervention la nuit, le lendemain matin, si on doit faire une séance difficile de VMA ou voilà, à haute intensité, ben, je t'avouerai qu'aujourd'hui, je ne peux plus le faire. Ça marchait quand on a 20 ans, ça peut fonctionner. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire parce que ça fatigue trop le corps et puis ben, sujet à des blessures. Donc voilà, je fais très attention. Est-ce que quand tu étais plus jeune, hein, tu le disais, à l'âge de 7-8 ans, tu as découvert un intérêt pour le sport? C'était déjà la course à pied, le foot, ou est-ce qu'il y a eu d'autres sports qui sont venus et comment est venue la course à pied finalement dans ton environnement et dans ta vie? Alors, le sport a toujours été. Alors, forcément, j'ai un papa qui était sapeur-pompier aussi. Donc, j'ai été baigné dans le sport. Pour moi, ça fait partie de ma culture. On m'a éduqué dans ce mode de fonctionnement-là. Donc, j'ai toujours fait du sport. J'ai commencé par le football étant jeune. Après, j'ai fait un petit peu de gymnastique. J'ai fait du tennis, j'ai fait du hand. Mais je détestais courir. Comme tout footballeur, hein, j'aimais pas courir. Et en petite anecdote, quand j'ai fait mon armée en aparté, je me cachais dans les toilettes pour pas aller courir. C'est pour te dire que par rapport à ce que je fais aujourd'hui, c'est presque incroyable. Comment je suis venu à la course à pied? Ben, tout est lié à mon travail. Quand j'étais jeune sapeur, en fait, c'était un vieux adjudant-chef qui adorait la course à pied. Et un jour, il m'a proposé d'aller courir, faire une course qui était donc un contre-la-montre à l'époque. Alors, pas une course facile, un contre-la-montre. Et puis, tous les coureurs partaient toutes les 2 minutes. Et puis, bah, j'ai eu un très bon résultat sans spécialement m'entraîner. Il y avait des coureurs à pied qui étaient licenciés. Moi, le résultat était très honorable. Donc, et comme j'aime un peu la gagne quand même, parce que je reste un peu compétiteur, bien, je me suis lancé là-dedans. Alors, forcément, j'ai fait plein d'erreurs, des choses qui étaient forcément pas spécialement intéressantes dans la course à pied. Je savais rien. Hein. Je courais aux sensations, je partais, je rentrais chez moi, il fallait que je sente que j'étais fatigué. Donc, j'avais aucune culture de l'entraînement course à pied. Et puis, comme je suis assez curieux, j'ai commencé à m'intéresser. Je me suis licencié dans un club. Après, j'ai passé des diplômes d'entraîneur parce que, comme je te l'ai dit, je suis assez curieux. Et puis, j'aime bien aussi donner le savoir. J'aime bien partager des choses qui sont importantes. Et puis, ben, voilà, au fur et à mesure du temps. Et puis après, c'est devenu une drogue hein, complètement. Aujourd'hui, je ne me vois pas ne pas courir, quoi. Donc, autodidacte sur tous les plans, sur les apprentissages. Aujourd'hui, tu n'es pas entraîné par quelqu'un, c'est toi-même qui réalises tes propres plans. Complètement. Ouais, c'est mes propres plans, ouais, tout à fait. Sans pour autant avoir, tu le disais, hein, au démarrage, on fait des erreurs, on expérimente et tu t'es finalement bonifié en prenant quelques formations à droite et à gauche. Quelle serait finalement l'erreur, si on devait donner un conseil là aux auditeurs, à ne pas faire, celle que tu as appris à tes dépens en disant, bon, si j'avais su, je me serais peut-être abstenu de faire peut-être cette séance ou quelque chose qui t'a porté préjudice derrière, si tu regardes un petit peu dans le rétro?
Ouais, si je regarde un peu dans le rétro, comme je te disais, avant, je courais, j'avais besoin de dépenses énergétiques. Donc, il fallait que je parte, je faisais 10-15 kilomètres et il fallait que je sois fatigué au retour de ma course. Aujourd'hui, je pense que comme tout sport, il faut être précis, il faut adapter ses séances, il faut préparer son corps aux séances par rapport aux intensités, par rapport à ce qu'on veut faire. Il y a des phases d'échauffement, il y a des phases de récupération. Et il faut être s'entraîner, voilà, il faut pas faire n'importe quoi. Dans tous les cas, si on fait n'importe quoi, on prend je dis souvent vulgairement, on prend des baffes et on paye le cash voilà, ces erreurs à l'entraînement. Donc il faut être quand même structuré. Et puis forcément, quand on est structuré, on a des résultats, j'en suis convaincu. Sur une saison classique, par exemple, on sort de l'hiver là, tu as peut-être fait un gros travail foncier en préparation d'objectifs ou est-ce que tu as une constance dans ton entraînement avec des compétitions qui vont, elles, venir bonifier ta bonne forme? Comment tu organises ton plan d'entraînement s'il y en a un sur une saison? Alors, j'ai des contraintes. Comme je t'ai dit, j'ai des contraintes, c'est que je suis sous contrat dans un club de football, donc forcément, je ne peux pas courir tous les week-ends, je ne peux pas orienter les courses parce que forcément, on est en déplacement. Voilà, je dois être présent sur les lieux d'entraînement avec le club de foot. Donc, je m'oriente surtout ma saison par rapport aussi à la saison du football. Comme moi, je suis orienté sur des trails à étapes, donc c'est des distances qui sont longues. Donc j'essaye d'en faire 2, voire 3 par an. Donc mon orientation, on va dire, pour planifier ma saison, c'est vrai que, on va dire en hiver, j'accentue sur le gros volume, mais il n'y a pas spécialement de vérité d'une année sur l'autre. C'est surtout lié en fait à mon organisation et aux matchs lors de la saison de football. Quand vous partez en déplacement, tu as les chaussures dans le sac et tu profites peut-être de ces différents lieux que vous parcourez avec le club de foot pour aller chausser les baskets et faire un petit tour? Ouais, tout à fait. Bah, j'ai toujours mon sac de sport, il est tout le temps dans la voiture, il est tout le temps avec moi. J'ai un sac qui est au quotidien. Voilà. À n'importe quel moment, je peux aller courir. Même, je me suis déjà vu courir après un match, rentrer du stade de Bourges et rentrer chez moi en courant parce que j'avais besoin d'évacuer forcément certaines tensions du match. Et, voilà, et comme je ne m'étais pas entraîné en journée, après le match, voilà, je pars courir, quoi. Alors, tu le disais, tu es adepte des aventures au long cours avec des trails à étapes. Bah, tu as participé à une des courses organisées par Jérôme Laulier, donc de Canal Aventure. Qu'est-ce que tu vas chercher dans ces aventures lointaines? La Sologne, c'est pas assez dépaysant comme paysage? Alors, ce que j'aime quand j'organise, comme tu as dit, je suis passé par Canal Aventure, c'est justement découvrir des pays. J'aime bien dire que je suis un globe-trotteur du trail parce que j'aime bien découvrir des pays, des endroits un peu insolites. Et en participant à des aventures comme Canal Aventure, ça permet de découvrir des endroits magnifiques dans le monde, un peu dans le monde entier. Et j'aime bien aussi prouver et surtout l'expliquer aux gens qui sont autour de moi que un sportif amateur qui est en Sologne où il y a très peu de dénivelé est capable de courir dans des déserts, est capable de courir dans des altitudes incroyables, d'aller dans la jungle, d'aller voilà, dans des endroits un peu insolites. Et comme je te dis, je suis amateur et je me donne juste les moyens de réaliser ces événements-là. Et comme quoi, tout est réalisable, quoi. Quand on se donne les moyens, on peut y arriver, même si on n'a pas de dénivelé dans notre région. La route ou la piste, ça t'a jamais vraiment attiré? T'as pas été avec de grosses affinités? Peut-être au début? Si. La piste, non. Alors, oui, je m'entraînais sur piste, hein. Mais j'ai commencé par la course sur route. Forcément, comme je te l'ai dit,
j'ai encore ce côté compétiteur qui est en moi. Et puis, le coureur sur route, il est orienté qu'à une seule chose, c'est son chrono. Et comme tout à chacun, quand on vieillit, le chrono, c'est de plus en plus difficile. Et pour moi, c'est pas simple des fois à vivre. On se bat voilà, comme tout passionné de course, on se bat sur des secondes et puis on sait très bien on pourra pas récupérer ce qu'on faisait là maintenant. Donc, je me suis orienté sur les courses nature où là, le chrono, c'est pas la priorité, c'était d'être finisher. Et puis, au fur et à mesure du temps, l'aventure est arrivée, les courses à étapes sont arrivées parce que je trouve aussi intéressant qu'il n'y a pas que la course, il y a la stratégie de course, il y a le sac à préparer, il y a l'alimentation à anticiper, il y a le côté hydrique aussi qui est important, il y a le sommeil. Donc, il y a tous ces éléments-là sont super intéressants dans ce mode de fonctionnement des trails à étapes. Et j'y trouve mon compte aujourd'hui, quoi. Donc, on est à la veille là, du départ du Marathon des Sables. Est-ce que c'est une course que tu as déjà pratiquée? Est-ce que tu as déjà fait? C'est ma première course de trail à étapes. Voilà. Je suis parti avec un collègue. On s'est lancé le défi de faire le Marathon des Sables. J'avais aucune notion des courses de ce type-là. Et là, j'ai pris un pied. Voilà. C'est quelque chose, c'est extraordinaire. Le désert, on m'avait dit que le désert, c'était quelque chose. C'est vrai que quand on regarde de loin comme ça, c'est qu'un bac de sable, quoi, un grand bac de sable. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est une course qui me restera forcément gravée. Et je me suis toujours dit que j'ai commencé par le Marathon des Sables. Et je pense que quand je finirai mon périple de trailer, je pense que je terminerai par le Marathon des Sables. Je pense que je finirai la boucle par ça. Qu'est-ce que tu as retenu de cette première course? C'est celle qui t'a donné l'envie ensuite de parcourir le monde, hein. Tu le disais, je suis un globe-trotter du trail. Une fois que tu avais fait cette course à étapes, tu t'es dit, il faut que j'aille voir s'il n'y en a pas d'autres, peut-être un peu plus loin à travers les continents? C'est exactement ça. C'est que ce genre de compétition, il y a aussi le côté humain qui rentre en ligne de compte. Et j'aime ce côté humain, ce côté relationnel, de partager des choses avec d'autres personnes de différents horizons, de différentes cultures. Et là, j'avais l'impression de connaître les 1200 participants. J'avais l'impression de connaître tout le monde. Tout le monde est aux petits soins pour les uns et les autres. Ce qu'on ne retrouve pas spécialement en course sur route où là, on est fixé sur le chrono. Là, j'ai trouvé quelque chose de très familial. Et puis, il y a l'aventure, quoi. Il y a forcément une aventure. On est dans une tente où on ne connaît pas spécialement les gens. Et aujourd'hui, je crois que j'ai fait le Marathon des Sables je sais plus, je crois que ça fait une dizaine d'années ou une dizaine d'années. Et je suis toujours en contact avec les gens avec qui j'ai participé au Marathon des Sables. Donc, c'est une vraie famille. C'est une vraie famille. Comme une caserne, en fait, où là, c'est aussi la famille. Tu as réussi à convaincre peut-être des camarades de ton entourage professionnel à courir, où ils te prennent pour un fou en disant Manu, il a fini sa journée, il part courir et ce soir, il sera sur le stade de foot. Tes journées doivent être bien remplies quand même. Alors, effectivement, mon entourage proche me dit que souvent je suis fou de faire tout ce que je fais, mais je vis à fond toutes les choses parce que c'est merveilleux, on vit qu'une fois, hein, et puis je me donne à fond. Effectivement, oui, on peut considérer que je suis fou, mais j'aime bien dire que je suis un fou sensé, dans le sens où je ne fais pas n'importe quoi, quand même. Et après le Marathon des Sables, donc tu as découvert d'autres horizons. Quelles sont les courses auxquelles tu as participé, tu le disais, en altitude, dans la jungle? Alors, ça se situe sur quel continent, ces aventures au long cours? Grâce à Canal Aventure, j'ai participé à 3 courses de leur société, hein, qui est l'Ultra Bolivia Race en Bolivie. Donc là, c'est des courses qui sont situées sur les hauts plateaux en Bolivie.
Donc, sur des grandes étendues de lacs salés, là, c'est incroyable. Donc, on courait vers les 4000 mètres d'altitude, donc c'était quand même incroyable. Donc, après, j'ai été au Vietnam, une course à étapes en Vietnam. J'ai fait l'Afrique, au Mozambique. J'ai eu la chance d'aller aussi au Costa Rica avec une autre organisation. Où là, il y a forcément un petit peu de jungle, un petit peu le climat qui était des chaleurs, qui était chaleur humide, qui était vraiment éprouvante, avec beaucoup de dénivelé. J'ai participé, j'ai été sur la muraille de Chine. Voilà. En fait, j'aime bien, je choisis souvent les endroits où il y a aussi le côté historique du lieu. Le côté un peu aventure où justement, comme je te disais, il y a le désert, il y a la jungle, les hauts plateaux. Voilà. Je veux vraiment mettre mon corps dans des situations un peu précaires et difficiles et savoir si je suis capable de le faire avec les moyens que j'ai autour de moi. Alors là, si on liste un petit peu l'ensemble de ces destinations, il n'y a pas de destination sur toi, le pôle Nord, là, aux alentours. Est-ce que ça te trotte dans la tête? Allez, évidemment. La première chose, quand je suis revenu du Marathon des Sables, les températures étaient quand même assez hautes. On avait presque plus 48 degrés. Et quand je suis revenu du Marathon des Sables, j'ai dit il faut que j'aille à l'opposé des plus 48. Et je me suis orienté direct sur l'Antarctique. C'est là où il fait le plus froid. Et ça reste un rêve aujourd'hui, mais je dis souvent que les rêves sont faits pour être réalisés. Et oui, j'envisage de faire une course sur l'Antarctique. Alors on pourrait dire effectivement l'Arctique aussi, ça pourrait être intéressant. Mais quitte à aller au grand froid, autant aller tout de suite sur l'Antarctique où là, il fait le plus froid. Et en termes de préparation, tu le disais, hein, avec ton calendrier, on va dire professionnel, la saison de foot avec les engagements que tu as avec ce club donc de Bourges, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc, combien de temps à l'avance tu prépares ces courses? Là, il s'agit pas qu'il y ait quelque chose qui se grippe et qui t'empêche de participer parce que là, c'est à l'autre bout de la planète. Comment tu le gères au quotidien et combien de temps tu prends pour te préparer? Je prends beaucoup de temps parce que forcément, comme j'ai des contraintes, je me donnais suffisamment de temps dans ma préparation. Justement, si j'ai des contraintes ou des choses qui vont empêcher un peu ma préparation, je ne veux pas être en stress, me dire j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ma sortie parce que j'arrive vers l'événement et puis j'avais des contraintes qui ont fait que j'ai pas pu prendre le temps de le faire. Donc, je me laisse suffisamment de temps pour préparer. Donc, ça peut aller de 3 à 6 mois, suivant les événements. Je pars de loin. Mais c'est aussi, moi, je le prends comme ça, en tout cas, c'est intéressant du côté mental parce que je suis focus sur cet événement-là. Et à chaque fois que je sors, je pense à cet événement-là pour me motiver et pour partir faire mes sorties d'entraînement. Sans objectif, est-ce que tu ferais autant de sport? C'est-à-dire s'il n'y avait pas ce petit flambeau là qui te dit dans 6 mois, j'ai une course à l'autre bout de la planète, est-ce que tu aurais autant de motivation? Alors, j'aurais forcément de la motivation parce que j'ai besoin de faire du sport. Comme je te l'ai dit, ça fait partie de moi. Par contre, je fonctionne quand même aux objectifs. Hein. J'ai besoin de la compète, j'ai besoin d'avoir ce côté adrénaline. Et puis la compète, quoi, essayer de batailler, même si aujourd'hui, c'est pas de gagner, mais c'est essayer de faire le mieux possible et puis d'essayer d'avoir des bons résultats quand même. Donc, tu pars pas dans l'esprit, je pars à l'autre bout donc, de la planète, que ce soit au Costa Rica, en Bolivie, au Vietnam, pour finir. Tu y vas quand même pour jouer, on va dire, le haut du tableau. J'aime pas dire ça. J'aime pas dire ça. J'y vais déjà pour prendre du plaisir. Ça, c'est le premier objectif, c'est prendre du plaisir. Le deuxième, c'est de partager des moments avec des gens, de découvrir des endroits insolites et échanger. Ça, c'est le deuxième chose. Après, effectivement, je suis compétiteur, donc l'idée, c'est de faire le mieux possible.
de pas avoir de regrets sur mes courses, d'aller au bout de moi-même. Et puis après, si effectivement il y a des bons résultats, bah, c'est bonus, quoi. C'est bonus. Mais bon, je reste, et je le redis, qu'un coureur amateur, comme tout à chacun. Et voilà, le but du jeu, c'est de faire le maximum. Et puis voilà. Dans ta préparation en Sologne, comment on peut justement se mettre, c'est difficile de se mettre dans les conditions d'une jungle, de température très élevée. Tu joues sur quel facteur finalement pour te préparer au mieux, même si maintenant tu as l'expérience, tu sais que ça va être long, que ça va être dur, mais on ne peut pas dire que la Sologne regorge de dénivelé, de sable peut-être, d'humidité avec les étangs peut-être, mais pour ce qui est du relief, ça reste relativement plat. Alors, le relief, c'est difficile. Je pense que mon travail de renforcement musculaire m'aide à aborder justement le côté relief. Après, je me dis que bon, je pense que physiologiquement, je pense que j'ai des avantages ou je sais pas. Après, je reste convaincu que j'ai un mental. J'ai un mental et le mental pour moi c'est 70% de mes performances de coureur. Après, j'essaye toujours, si je peux donner un exemple, tu vois, au Marathon des Sables, je m'entraînais une fois par semaine dans un sauna je faisais de l'home trainer dans un sauna, des températures élevées pour mettre mon corps dans des situations un peu précaires et difficiles pour essayer d'avoir ces sensations de difficulté à chaleur, à des chaleurs assez hautes. Tu vois, si j'envisage de faire l'Antarctique, je sais que j'irai dans une chambre froide, je sais comment m'entraîner et où je vais m'orienter pour faire ce genre de discipline. Bon, je pourrais te mettre en contact avec Ludovic Chorgnon, qui, lui, est un expert des courses du vélo dans un sauna ou de dormir dans la chambre froide d'un supermarché. Donc là, voilà, je pense que tout à fait. vous aurez des points d'affinité pour préparer de nouveaux défis. Au niveau de cette activité sportive, ton épouse, tes enfants, comment ils le vivent? Tu es peut-être présent à la maison en coup de vent ou tu arrives quand même à te consacrer, à te poser un petit peu pour des moments en famille? J'ai la chance d'avoir une femme adorable parce que c'est une chance. Aujourd'hui, si j'arrive à faire tout ce que je fais, c'est vraiment grâce à elle. Parce que c'est vrai que c'est pas spécialement facile. Elle fait beaucoup de choses à la maison. On pourrait considérer que c'est un peu égoïste de faire ce genre d'activité parce que ça demande beaucoup de temps. Et c'est vrai que le temps que je passe à l'entraînement, je ne le passe pas à la maison. Donc, souvent, je lui dis, et je le dis haut et fort, j'ai la chance d'avoir une femme adorable. Et aujourd'hui, sans elle, je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui. Après, elle sait très bien que ça fait partie de moi. Voilà, j'ai besoin de ça. C'est vraiment bon, tu parlais d'exutoire, c'est mon exutoire, ça fait partie de ma passion. Comme tout passionné, ben forcément, on est un peu égoïste. Après, mes filles, ils sont derrière moi, c'est ma force. C'est ma force mentale parce que ils sont là, même s'ils sont pas toujours à m'accompagner, parce que je sais qu'à des fois, ils m'accompagnent en vélo, tu vois. Mais c'est une force. Je m'attache beaucoup même si je suis peu présent, le côté familial, il est hyper important pour moi. C'est vraiment ma force mentale. Donc, sur de l'entraînement, on va dire, à côté de la maison, on comprend qu'elle soit présente. Quand vous partez, enfin, quand tu pars donc sur ces courses à l'autre bout de la planète, est-ce que ton épouse arrive à t'accompagner parce que c'est un coût également pour le voyage, ou est-ce que tu pars seul pour ces courses? Je pars toujours seul. Je pars toujours seul parce que je pars pas en vacances. Je pars en aventure, je pars en compétition, donc je pars seul. Pour elle, c'est un gros stress parce que elle sait qu'elle me connaît et elle sait que je vais jusqu'au bout de moi-même. Donc voilà, je me fais pas de cadeaux, donc elle sait que je vais jusqu'à mes limites. Donc c'est un gros stress pour elle. Après, elle me suit quand même parce que j'ai une page Facebook, voilà, donc c'est elle qui
suit ma petite histoire et qui essaye de… Parce que j'aime bien partager aussi mes aventures avec d'autres personnes et je trouve ça super sympa, tu vois. Donc, c'est elle qui tapote un petit peu le soir après les courses ou qui se lève dans la nuit pour mettre à jour mon site internet. Bref, c'est vraiment une aventure familiale, quoi. En termes de limites, tu évoquais justement, je lâche rien, je vais jusqu'au bout. Jusqu'où tu as pu aller? Est-ce que tu penses aujourd'hui avoir touché tes limites ou est-ce qu'il y a encore besoin d'autres défis pour aller les tutoyer? Je crois que je n'irai jamais au bout de mes limites. Je pense que l'être humain, il est fantastique. On a une force qu'on ne peut pas imaginer. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime découvrir en tout cas en moi. C'est savoir où sont mes limites. Mais à chaque course où c'est difficile, je reviens, je me dis j'arrête et puis ça dure 2 jours et je repars sur d'autres événements parce que j'ai besoin de ça. Euh, ouais, faut pas croire, hein, je fais comme je te l'ai dit tout à l'heure, je fais très attention à tout, mais je suis capable de me surpasser et faire des choses incroyables. Voilà, même dans la difficulté, même dans la souffrance, j'ai besoin d'aller voir un peu tout ça, quoi. J'ai besoin de sentir et de souffrir. Bah, en termes de souffrance, est-ce que tu as des anecdotes à nous livrer de moments où tu t'es dit, bon, là, c'est vraiment dur, c'est vraiment costaud, mais malgré ça, bah, je vais quand même avancer. Est-ce que tu peux nous en livrer quelques-unes? J'ai 2 compétitions. J'ai 2 faits. J'avais fait l'Ultra Trail au Mercantour. Donc, c'était le 90 km à l'époque, où je suis parti et au fur et à mesure. Donc là, ma fille m'avait accompagné. J'étais parti avec mes parents qui étaient sur les lieux et ma fille me suivait. C'était ma fille qui faisait tous les ravitaillements. Donc déjà ça c'était fantastique. La course, j'avouerais que ça n'a pas été la meilleure des courses, mais le côté avec ma fille a été vraiment incroyable. Donc elle était là tous les ravitaillements toute la nuit, elle me suivait. Donc c'était beau à vivre et très très émouvant à vivre. Et je suis arrivé à 14 km avant la fin de la course. J'étais 5e du classement général, qui n'était pas prévu. Et voilà, devant, il y avait des très, très, très forts. Et je ne pensais pas être à cette place-là. Et puis, les autres étaient pas loin derrière. Et le dernier ravitaillement, comme quoi, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on prend des claques même quand on sait. On sait. Souvent, j'utilise les cordonniers sont les plus mal chaussés, et c'est vrai. Et j'ai voulu sauter le ravitaillement, le dernier ravitaillement. Il restait 14 km et 7 km après, j'ai fait un malaise hypoglycémique. Et là, j'étais dans le dur, j'ai fait 7 km avec des malaises, je suis tombé. J'étais dans le brouillard complet. Pour te dire, il y a un moment donné, quand je suis arrivé vers le petit village là, que je ne me souviens plus du tout, je suis rentré dans un garage d'une habitation. Pour te dire que j'étais vraiment dans le dur. Et puis, j'ai passé la ligne d'arrivée, c'est ma fille qui me tenait. Et je me suis écroulé, j'ai été perfusé, je suis resté 1 heure et demie voilà, avec les secours. Bon, ça a été voilà, vraiment un moment difficile, mais comme je te disais tout à l'heure, on prend souvent des claques et on mérite ce qu'on mérite. J'ai fait une erreur voilà, à 14 km de l'arrivée sans vouloir me ravitailler. J'ai payé, voilà, tout simplement. Après, avant la situation Covid, j'ai participé à l'Ultra Africa Race avec Canal Aventure au Mozambique. Et puis à la première étape, alors je suis parti, j'étais pas déjà très très en forme, j'avais des douleurs au dos qui étaient récurrentes. Et première étape, j'ai eu une grosse douleur au dos. J'ai fait 7 km en étant courbé, en souffrance totale. Et puis, j'ai dû abandonner. Donc là, c'était dur. Parce que l'abandon, comme tout sportif, comme tout trailer, c'est difficile à vivre. Et je l'ai mal vécu. Et derrière ça, il y a eu la période de Covid. Là, il y a eu 2 ans sans compétition. Donc, ça a été difficile. Donc là, c'est
faut rebondir au niveau mental sur ces longues épreuves. Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Tu disais avoir déjà un mental relativement costaud. Est-ce que tu as quand même découvert des pans de ta personnalité que tu ignorais et qui aujourd'hui t'aident peut-être aussi dans ton métier de pompier? Enfin, peut-être que tout est lié finalement. Ouais, tout est lié. C'est le dépassement de soi, se surpasser quand on est face à des difficultés, essayer de trouver justement une force mentale quand on est en difficulté physique. Je pense que j'ai ces paramètres-là, mais ça m'a donné encore plus de force en tout cas. Et je m'en sers au quotidien dans ma vie de tous les jours. Et on apprend forcément sur soi-même, comme c'est ce que je te disais, dans ce genre de discipline, on est face à nous-mêmes, donc on ne peut pas tricher. Et ouais, c'est important le côté mental est important parce qu'on est, voilà, je dis, on est face à nous-mêmes et on peut après imager lors de la vie active des situations qui peuvent être qu'on peut vivre dans le monde du travail. Est-ce que tu t'es déjà fait peur sur ces longues courses, des endroits où tu te serais retrouvé complètement isolé, ou est-ce que c'est quand même bien organisé? Si des auditeurs demain voudraient aller sur ce type d'aventure à l'autre bout de la planète, est-ce que voilà, on ne risque rien, ou est-ce que par moment tu t'es quand même senti en danger? Les organisations sont très bien. Toutes les organisations que franchement que je fais en course à étapes, j'ai jamais vu une course où c'était mal organisé. C'était toujours bien organisé, c'est bien fléché. Non, franchement, c'est bien. J'ai juste une fois eu peur au Vietnam. Je me suis perdu dans la jungle avec un Allemand. Donc, la barrière de la langue, c'était pas simple. Mais je suis resté pratiquement 1 heure et demie seul dans la jungle. La jungle, c'est pas la Sologne, hein, ça, il faut pas croire. C'est vraiment hostile. C'est vraiment hostile. On est étouffé par toute la végétation. Il y a le côté aussi humide qui rentre en ligne de compte. Et je suis tombé plusieurs fois. Tu vois, pour l'imager, j'avais l'impression de tomber sur une piste noire et puis que rien pouvait m'arrêter à part les branches et les rochers. Donc, ouais, là, je suis sorti du Vietnam en disant ouais, la jungle, c'est plus pour moi. Voilà. Là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, mais bon, je te dis ça aujourd'hui, mais ça se trouve dans 2 ans, 3 ans, s'il y a une course dans la jungle, je repartirai dans la jungle, voilà, parce que c'est ce que je te dis, c'est le côté aventure qui me plaît, quoi. Et tu le disais au niveau de ta préparation, tu es très méthodique. Sur le plan alimentaire, quand on prépare des courses très longue distance comme ça, même si c'est à étapes, on s'alimente comment? On anticipe peut-être sur des journées de test, des week-ends choc un petit peu en amont. Comment tu fais pour t'alimenter et avoir l'énergie suffisante pour aller jusqu'au bout? Alors, j'ai toujours une aliment. Alors, en vieillissant un petit peu moins, hein, je fais quelques apartés. Euh, en, j'ai toujours eu une rigueur, on va dire alimentaire. J'ai jamais fait trop d'écart. J'ai toujours été vigilant sur mon alimentation, malgré que je reste gourmand et j'aime bien le sucre. En vieillissant, je suis de plus en plus gourmand. Mais en période de préparation, je laisse rien au hasard et je suis strict avec moi-même. Après, j'aime bien faire des essais. Comme je te disais, comme je suis curieux, j'aime bien faire des essais. Et depuis 3-4 ans, je fais des périodes de détox où là, pendant 9 jours, par le biais d'un programme que j'utilise grâce à un partenaire, je fais des détox. Donc, ça veut dire que pendant deux jours, je suis à jeun. Je suis que de l'eau. Et puis après, je m'alimente très peu, une fois par jour. Et tout ça pendant 9 jours. Donc, forcément, on perd du poids, mais c'est pas le but de maigrir, hein. C'est vraiment se laver son corps. Et puis, moi, je continue mon entraînement un peu dur. Donc, je joue sur 2 paramètres. C'est le côté mental, justement, parce qu'on est en carence. Je mets mon corps en difficulté. Et puis, j'utilise pas beaucoup de calories par jour. Et comme en course,
on est forcément lié à la quantité de calories jour. Souvent, c'est 2000 calories jour, on doit utiliser. J'essaie de travailler et m'entraîner en dessous de ces 2000 calories jour pour voir si je suis capable de faire des longues distances et supporter des intensités hautes pendant ces entraînements. Et tu portes le sac quand vous êtes sur des trails au long cours comme ça, tu as tout avec toi ou est-ce que vous avez des camps de base où vous pouvez déposer une partie de vos affaires? Est-ce que vous êtes en autonomie totale ou en semi-autonomie? Ouais, ça dépend des courses. La plupart des courses que je fais à étapes, c'est en autosuffisance, c'est-à-dire qu'on a vraiment tout sur nous. On a le sac, il est entre 6 et 7 kilos. Moi, j'essaye d'être. Alors, j'optimise tout. Hein, je suis parfois même un peu fou. Juste pour te donner un exemple, hein, ma brosse à dents, elle tient sur 2 bouts de doigts. Hein, voilà, je limite le 10 grammes est important pour moi. C'est-à-dire que vraiment, tout est limité. Donc, je pèse tout. Et on essaye d'optimiser. Donc ça aussi, j'aime ce côté-là stratégique parce que c'est une stratégie. Hein. Forcément, si on a moins à apporter, on est beaucoup plus performant. Et toute cette préparation qui est un peu stressante aussi, hein, c'est intéressant. Tu vois, c'est intéressant. Donc, mais ouais, toutes les courses sont en autosuffisance. On a tout sur nous, duvet, alimentation sur 5 à 7 jours de course. Le côté hydrique, voilà. Donc, ça fait partie. C'est pour ça qu'aussi, il faut, quand tu parlais du renforcement musculaire, voilà, si on a besoin d'avoir un corps solide et résistant pour pouvoir courir avec ce genre de choses sur le dos, quoi. Tu t'entraînes avec un lest ou un gilet qui représente le poids du sac ou c'est le renforcement qui te permet justement de le supporter assez aisément? J'utilise pas toujours le sac. Hein. J'utilise pas toujours le sac lesté au poids de la course parce que c'est contraignant, hein, déjà. Et puis, comme je fais du renforcement musculaire, je l'utilise pas spécialement en course. En course, en entraînement, j'ai un sac où j'emmène voilà, le strict minimum, hein, un peu de barres énergétiques, un peu de produits et un peu avec de l'eau. Mais très rarement, je cours avec le poids du sac de course. Alors, tu t'entraînes de façon donc régulière. Qu'est-ce que tu privilégies dans ton entraînement? Vraiment l'endurance basique pour tenir sur de très, très longues heures ou est-ce que tu intègres quand même du fractionné et de la vitesse? Comment tu l'organiserais? Ma base, elle est d'endurance. Ma base, elle est vraiment basée sur l'aérobie, sur l'endurance, sur les sorties longues. Et sur les sorties longues, je fais des changements d'allure. Aujourd'hui, je fais beaucoup de fartlek, donc des changements d'allure avec des récupérations différentes et des intensités différentes. J'utilise beaucoup le fartlek parce que je trouve que c'est un bel outil lié à mon activité de travail à étapes. Parce qu'il y a forcément des moments difficiles, des moments où on peut courir plus vite, des moments où on ne peut pas courir. Donc, j'aime bien ce procédé. Aujourd'hui, mon orientation, en tout cas, elle est moins sur la piste. Avant, je faisais beaucoup de VMA sur piste pour gagner de la vitesse. Aujourd'hui, j'en fais moins. J'ai fait tellement de tours de piste dans ma jeune vie que j'ai plus trop envie de courir autour d'un anneau. Donc, je fais du fractionné en nature avec des variations d'allure. Voilà, tout simplement, avec forcément aussi un peu de travail en côte, un peu de travail en descente. Voilà. Et puis, dans des endroits où il y a aussi c'est un peu rocailleux. Je vais souvent dans le Massif central quand même. Vers le Puy de Sancy par là, vers le Mont d'Or. J'ai mon camp de base un peu par là et je m'entraîne de temps en temps voilà, dans ces montagnes. Pour avoir un petit peu plus de dénivelé et te rapprocher de conditions, on va dire, plus ou moins naturelles de ce que tu vas trouver sur les courses. Oui, complètement. Autre facette de ta personnalité, tu es un homme de rigueur, on l'a dit, pompier, préparateur physique, donc tu laisses rien au hasard, mais tu es aussi un homme au grand cœur, tu portes une cause et tu défends, on va dire, cette lutte contre la mucoviscidose. C'est que tu as été touché personnellement, tu as des gens dans ton entourage qui le sont ou c'est par ce métier de pompier, des choses que tu as pu voir et qui t'ont donné envie de soutenir cette
lutte contre cette maladie? Alors, je suis ni touché ni de près ni de loin par cette maladie. L'historique de ce soutien à cette cause, c'est qu'un jour, j'ai regardé un reportage à la télé et j'ai été touché par ce reportage et par cette maladie. Alors, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de maladies, il y a beaucoup de personnes qui souffrent au quotidien. Mais le côté, on va dire, mucoviscidose et course à pied, il est simple à comprendre, c'est que c'est un problème respiratoire. Il n'y a pas que ça, mais ça reste un problème respiratoire. Et j'ai voulu, à un moment donné de ma vie, redonner un peu ce que la course à pied me donne au quotidien. C'est-à-dire que j'ai la chance de courir, j'ai la chance de pouvoir courir à plein poumon et respirer aisément. Et j'ai voulu redonner un petit peu de mon temps en disant je vais courir un peu pour les autres et partager, voilà, et essayer de donner à ceux qui sont en difficulté un peu de mon temps. Donc en 2015, j'avais organisé le tour du département du Cher en courant avec des pompiers, tu vois, avec une équipe de pompiers qui me suivait. Et l'idée, c'était de faire 330 km, c'était de faire le tour du département du Cher, un marathon par jour en une semaine. Et puis de récolter des fonds pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Et là, j'ai rencontré des gens incroyables sur les bords de route, des gens qui ont cette maladie. J'ai pu échanger, j'ai pu découvrir aussi cette maladie à travers ces personnes, malheureusement, qui sont atteintes par cette maladie. Et c'est aussi, tu parlais de force mentale, c'est aussi là où je m'accroche de temps en temps en disant moi j'ai un petit bobo, je me plains parce que j'ai une petite contracture, je me plains parce que je peine. Ils peinent au quotidien. Donc je m'attache souvent à ça. Et aujourd'hui, j'ai créé des liens avec des personnes qui ont cette fichue maladie. Et encore aujourd'hui, tu vois, la semaine prochaine, j'entraîne en fait une jeune femme que j'ai rencontrée en 2015 lors du Tour du Cher, qui courait jamais et qui s'est mis à la course à pied grâce à mon parcours. Et aujourd'hui, je l'entraîne. Et depuis 2015, tu vois, on a déjà participé à Marseille-Cassis ensemble. C'était sa première course. Elle n'avait jamais fait de course. Elle a réussi. Et puis maintenant, elle a fait d'autres courses. Et puis là, elle s'est lancée un défi de faire le marathon de Paris. Donc, depuis le mois de janvier, tu vois, je la coach avec ses difficultés. Hein, c'est vrai que c'est pas simple. Mais je prends beaucoup de plaisir et c'est un vrai bonheur de partager avec elle ces entraînements. Et puis, je vais partir à Paris dimanche prochain et puis courir avec elle, l'accompagner sur le marathon. Et puis, le dernier kilomètre, je vais la laisser vivre son dernier kilomètre, qu'elle profite pleinement de ce bonheur et puis qu'elle partage après avec sa famille, voilà, tout simplement. Donc, c'est une force. Souvent, moi, elle dit tu me donnes beaucoup de bonheur, mais elle me donne autant de bonheur par rapport à ces événements-là et cette force qu'elle a à courir. Par exemple, si je pense le cas donc elle s'appelle Justine Murat. Et voilà, c'est une des jeunes femmes que j'entraîne et qui m'apporte beaucoup. Alors, est-ce que ça t'apporte autant que la réalisation d'un ultra trail? On sent que voilà, il y a ce côté émotion que tu partages, que tu vis avec ces gens-là, comme tu dois pouvoir le vivre sur un moment de victoire avec le club de foot. Tu es vraiment impliqué dans tous les projets que tu mènes. C'est ce que je te disais tout à l'heure, je suis sans limite. Je me donne toujours à fond. Quand je fais quelque chose, je ne sais pas le faire à moitié. Je me donne à fond dans toute activité, je me donne à fond. Que ce soit avec les gens, que ce soit pendant les courses, que ce soit dans mon activité professionnelle, que ce soit à l'entraînement avec les joueurs de foot, je me donne à fond. Il n'y a pas de demi-mesure. Alors, quels seront, Manu, tes objectifs pour cette année 2022 qui est déjà donc bien entamée? Faut lorgner vers la fin de la saison de foot pour trouver un de tes objectifs? Non, j'ai la chance d'avoir un bon président. J'ai la chance d'avoir un bon staff et un entraîneur qui me fait confiance et qui me permettent de pouvoir courir. Et je pars dans 3 semaines faire un trail à étapes en Guadeloupe qui était prévu avant le Covid, qui a été repoussé à chaque année. Donc, ça fait maintenant 2 ans et demi que j'attends de faire cette course. Donc, je pars dans 3 semaines faire cette course en Guadeloupe.
Ça reste un trail beaucoup plus court de ce que je fais d'habitude. Les distances, tu vois, c'est entre 15 et 20 km, donc ça va aller très très vite. J'avais envie de découvrir l'île de la Guadeloupe, je ne connais pas du tout. Donc, j'aime bien aussi, tu vois, faire des continents différents, des endroits différents. Et j'avais mis une option sur la Guadeloupe et j'ai trouvé cette course. Donc, dans 3 semaines, je pars faire cette compétition. Donc déjà, je suis content parce que effectivement, le club me permet de partir pendant une semaine faire cette course. Et puis au mois de juin, tu vas être le premier à le savoir, hein, je gardais le secret jusqu'à maintenant parce que j'essaye de ne pas tout dévoiler, mais ça n'a pas d'importance. Justement, pour la mucoviscidose, je me lance un défi, c'est de participer individuellement au GR20, faire le GR20 en Corse, donc 180 km approximatifs. En autosuffisance, c'est-à-dire tout seul, et essayer de le faire le plus vite possible. Alors forcément, les grands coureurs à pied l'ont fait forcément en moins de temps de ce que je pense le faire, mais voilà, je voudrais le faire et faire partager ça aussi aux gens autour de moi et surtout avoir un lien avec la mucoviscidose, c'est-à-dire que je vais lancer un défi et en essayant de faire une cagnotte en ligne pour récupérer des fonds et le reverser la totalité de ces règlements à l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc, un défi personnel au mois de juin. Et puis, sur le deuxième semestre, j'aimerais bien faire le désert de Jordanie, qui est prévu en octobre-novembre. Et puis, fin d'année, normalement, le Sénégal. Voilà. Donc encore une belle année sportive. Tu le disais tout à l'heure, j'aimerais terminer par le Marathon des Sables, ta carrière de trailer, mais tu mets pas de date en fait. Il n'y en aura jamais de fin pour cette carrière. Qu'est-ce qui pourrait t'arrêter aujourd'hui? Il y a quelques années, tu vois, comme je te dis, j'ai 48 ans. Il y a quelques années, j'avais dit à 50 ans, c'est une belle date. C'est 50 ans, voilà, on arrive à la moitié d'un siècle, c'est pas mal. Je cours depuis l'âge de 18 ans, 18-19 ans, et j'avais dit à 50 ans, j'arrêterai. Les 2 années de Covid, là, ont fait que j'ai perdu mon temps. Je n'ai pas fait de compétition. Donc, tu décales à 52, tu gagnes les 2 ans supplémentaires pour aller jusqu'à 52. Je vais être honnête avec toi, je crois que je ne vais pas m'arrêter tout de suite. Je ne vais pas m'arrêter tout de suite. En fait, voilà, en étant honnête, il n'y a pas de limite. Tant que j'ai les capacités de le faire physiquement et mentalement, et que ça fonctionne, je vais continuer. On te le souhaite, hein, d'aller le plus loin possible et de parcourir encore de nombreuses courses. Si les gens veulent te contacter pour des conseils, pour avoir ton expertise de ces courses au long cours, sur quel réseau on peut te contacter, te retrouver? Alors aujourd'hui, j'étais pas un adepte des réseaux sociaux, mais j'ai tellement envie de faire partager mon quotidien aux gens. Je suis sur Insta, j'ai un compte sur Insta, j'ai un compte Facebook sur une page officielle sur le compte sur la page Facebook, et j'ai un blog où là effectivement on peut me suivre aussi. Voilà, j'ai quelques liens sur Twitter. J'ai quelques réseaux où on peut me suivre et puis prendre contact avec moi sans problème. Bon, alors pour cette fin de saison, on te souhaite de nombreuses victoires avec le club de foot, de nombreux kilomètres donc pour ces aventures, donc d'abord en Guadeloupe et puis après la Corse pour ce premier semestre. Manu, merci d'avoir accepté l'invitation du podcast et de t'être livré sur ce parcours. Tu le dis, un sportif amateur, mais moi je dirais plutôt sportif aguerri avec toutes les attributions qui font de toi aujourd'hui cette personne au grand cœur, pompier, investi dans tous les projets que tu mènes. Donc, merci d'avoir pu échanger avec moi sur ce podcast et également transmettre aux auditeurs tes belles valeurs. En tout cas, je te remercie beaucoup, Sébastien. Je suis très content de partager ça avec toi. Je suis très content que tu m'aies invité sur le podcast.
ça me fait plaisir. Et puis c'est très bien l'initiative et très bien de laisser la parole aussi aux sportifs amateurs, parce que je pense que on est pas mal à être passionné comme je le suis, et c'est bien de mettre en avant des gens qui sont comme nous, des amateurs du sport et des passionnés du sport. Eh bien, merci à toi, Manu. Et puis, pour les auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bon week-end à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.